à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels seront les titres développés dans cette édition? Eh bien les voici dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, avant de partir du côté de Madrid où la Fondation Prince Albert II a organisé sa 12e cérémonie de remise des prix. En principauté, les parlementaires français rencontraient les politiques monégasques et nous terminerons cette édition sur une note artistique avec l'exposition consacrée à Botero. Je vous le disais en titre, l'un des grands moments tant attendus ce week-end était la deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco à retrouver mardi soir dans un Focus Info signé Fabien Bonilla. Mais en attendant, petit avant-goût, Fabien vous propose de revenir sur les temps forts en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. 4 anciens fiefs de la principauté étaient à l'honneur lors des deuxièmes rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Matignon, situé en Bretagne, le Valentinois, dont la principale ville est Montélimar, Dolceacqua en Ligurie et Roquebrune Cap-Martin que l'on ne présente plus. Ces 4 anciens fiefs étaient pendant 2 jours matérialisés sur la place du Palais par le biais de stands. Ils ont fait respectivement découvrir leur culture, leur histoire, leur folklore et leur gastronomie. Le prince souverain a d'ailleurs visité chacun des nombreux stands avec attention. Chacun a pu y trouver son compte au travers de toutes ces animations, du plus petit au plus grand, que ce soit avec des ateliers poterie, des animations pour enfants, la fabrication de sabots, des sculptures en bois, ou pour les gourmets, des crêpes et des huîtres de Bretagne, des barbes à Juan bien sûr, les mandrines de Roquebrune Cap-Martin ou encore au hasard la bière de Montélimar. Tout au long de ce week-end, touristes et habitants ont pu découvrir les spécialités de ces anciens fiefs avec, pour point d'orgue, un spectacle de son et lumière projeté sur la façade du palais sur les liens qui unissent ces fiefs à la principauté. Nous avons ouvert une première fois le livre de notre histoire. Je vous le disais en titre, direction à présent Madrid, où la Fondation Prince Albert II a organisé sa 12e cérémonie de remise des prix. L'occasion de saluer les travaux des scientifiques, mais aussi de tous les acteurs de la cause environnementale plus largement. Voyez ce reportage, il est signé Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Peroumal. Elle abrite bon nombre d'institutions. Madrid, en Espagne, est considérée comme l'une des principales places financières de l'Europe du Sud. Ces bâtiments sont d'architecture récente, mais ces derniers côtoient aussi des constructions de style néoclassique qui comptent parmi les plus visitées au monde. C'est dans cette ville riche d'histoire que la 12e cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II s'est déroulée cette année. Un événement qui a rassemblé d'éminentes personnalités. Je crois que, encore une fois, chacun dans leur domaine, c'est des gens qui font avancer la problématique environnementale, que ce soit dans des choses assez qui lient tradition et environnement, comme le tribunal des eaux de Valence, qui est quand même un exemple très ancien de ce que finalement on avait il y a des siècles, une gestion raisonnée et durable des ressources en eau. Il y a un second élément, bien entendu, tout ce qui est lié à la biodiversité avec nos amis mexicains qui en sont les lauréats, ça c'est intéressant et important. Et puis, il y a cet exemple, et c'est ça, je crois, qui a conduit le conseil d'administration à approuver le prix qui est attribué à cette entreprise norvégienne qui a fait le choix de passer intégralement au renouvelable alors que c'était une entreprise qui était essentiellement fondée sur les énergies fossiles. Donc c'est un message, je crois, remarquable, encore une fois. Si on veut, vous le savez, réussir la transition énergétique, si on veut sortir de l'économie carbonée, voilà. Et il y a des entreprises qui le font et elles méritent, je crois, d'être mises en exergue. Cette cérémonie des prix de la Fondation Prince Albert II a été ouverte par une allocution du souverain, puis le premier prix, celui du changement climatique, a été attribué à la société Ørsted, l'une des principales entreprises du secteur énergétique au Danemark. Nous sommes très humbles et honorés de recevoir ce prix, évidemment, car le prince Albert a travaillé dans le domaine du changement climatique et la protection de l'environnement depuis de nombreuses années et a vraiment été un pionnier. C'est pour cela que nous sommes très honorés.
Nous avons transformé l'une des entreprises à plus forte intensité de combustibles fossiles en Europe en une des plus vertes au monde. Donc mon message est qu'il est possible de passer du noir au vert et c'est ce dont le monde a besoin. Nous sommes confrontés à un changement climatique très grave et nous avons 10 ans à partir de maintenant pour mettre le monde sur la bonne voie. Nous croyons que Ørsted est un bon exemple car il est effectivement possible si vous avez la vision et la détermination pour le faire. Le prix Eau a été décerné au tribunal des eaux de Valence, inscrit depuis 2009 à l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Il est la plus ancienne institution judiciaire d'Europe, composée de 8 paysans élus tous les 2 ans par les autres bénéficiaires de l'irrigation. La structure et la rapidité de résolution des problèmes l'a projeté sur la scène internationale où il est considéré comme une institution modèle. C'est une reconnaissance pour la bonne gestion et travaux effectués sur la ville de Valence. C'est un hommage à ce tribunal qui distribue l'eau depuis plus de 1000 ans. Cette reconnaissance est vraiment importante. Le professeur Brad Lister et le docteur Andrés Garcia Aguayo ont mené conjointement depuis de nombreuses années des études qui ont permis de comprendre comment le réchauffement climatique affecte les populations d'insectes et d'insectivores, laissant craindre un déclin catastrophique de ces derniers dans la forêt tropicale. Le prix biodiversité leur a été attribué. 35 years of working together. C'est finalement l'aboutissement de 35 ans de travail ensemble. Nous avons fait de bonnes choses, beaucoup de recherches, mais je pense que ce prix gratifiant est un point culminant. Je pense que cela signifie que nous avons connecté le monde grâce à ce prix. Nous avons fait notre travail, nous l'avons publié, et c'est quelque chose de spécial pour la Fondation Prince Albert II, car c'est un incroyable réseau d'écologistes et de personnes qui souhaitent sauver la planète. Cela a été une incroyable expérience. Mon message aujourd'hui est que nous devons nous inquiéter pour notre planète. Il faut arrêter de se plaindre, mais proposer et être actifs. Nous avons besoin de changer car tout le monde est impliqué et nous devons proposer des solutions de manière différente. Et enfin, elle est l'une des actrices principales de toutes les problématiques liées au changement climatique. Un prix spécial a été décerné à Christiana Figueres pour son engagement remarquable et mondialement reconnu. C'est un très joli prix, mais comme je l'ai dit au début, je pense que c'est surtout un hommage à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui a décidé il y a 10 ans de décerner ces prix pour le climat, pour la biodiversité et pour l'eau. Et c'est pour cela que j'en suis vraiment reconnaissante pour le concept de cette réalité et de par son expérience, car tout est finalement interconnecté les uns avec les autres et avec les humains. Et donc je pense finalement que c'est lui qui mérite la reconnaissance aujourd'hui d'avoir été visionnaire il y a 10 ans. Le souverain a souhaité créer ces prix afin d'apporter son soutien aux hommes et aux femmes d'exception qui s'engagent pour sauver la planète. On a une diversité, bien sûr qu'on a plusieurs catégories, mais une diversité dans l'approche, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit médiatrice ou qu'elle soit aussi de coordination et quelque chose de tout à fait historique. Et donc c'est vraiment de très très beaux lauréats et que nous sommes fiers de pouvoir distinguer aujourd'hui. Cette remise des prix de la Fondation Prince Albert II s'est clôturée par un dîner de gala. Près de 300 personnalités s'étaient réunies au prestigieux Théâtre Royal de Madrid pour une soirée flamenco. Et à l'occasion de cette cérémonie des prix au cœur de l'Espagne, à Madrid, Ramon Larramendi, explorateur espagnol spécialiste du Groenland, a pu faire découvrir quelques images de son projet scientifique. En effet, il a conçu le premier traîneau à voile inspiré des techniques inuites qu'il a surnommé Windsled. Destiné à la recherche scientifique en Antarctique et au Groenland, il s'agit d'un moyen de transport non polluant, propulsé par les vents polaires. Durant les étés 2016 et 2017, il est parti tester ce véhicule sur près de 4000 km sur la calotte groenlandaise, avec une équipe de scientifiques et surtout avec le soutien de la Fondation Prince Albert II. Il s'agit d'une aventure technique et avant tout humaine qu'il a souhaité raconter lors de cette soirée.
Retour à présent sur la visite du groupe d'amitié du Sénat français au Conseil national. Tout au long de la journée, les groupes ont discuté de sujets qui intéressaient les deux délégations, aussi bien françaises que monégasques. Quels étaient ces sujets? Élément de réponse avec Christine Datomel. À l'ordre du jour de cette réunion de travail, le rôle du Conseil national dans les institutions monégasques et l'éventuel accord d'association avec l'Union européenne, la problématique du maintien en principauté d'une population stable d'enfants du pays, la qualité de vie des travailleurs à Monaco habitant la France et les questions d'ordre environnemental comme la gestion des déchets ou encore la préservation de la Méditerranée, autant de sujets qui ont intéressé grandement les parlementaires. C'était une réunion qui a permis aux deux groupes d'approfondir leurs relations d'amitié, surtout à mes collègues sénateurs de découvrir la réalité du fonctionnement du Conseil national, d'évoquer surtout un sujet d'actualité qui est l'éventuel accord avec l'Europe, qui nous a permis, j'allais dire, de voir surtout les spécificités de Monaco et peut-être de voir en amont de la mission que j'effectuerai la semaine prochaine pour le compte de la Commission des affaires européennes du Sénat, de jeter les bases de la discussion que nous aurons sur ce sujet. Tous les points qui ont été examinés ont bien montré les particularités de Monaco par rapport à celles de la France et les incidences que cela pouvait avoir aussi dans le cadre des relations franco-monégasques. Dans cette région, où Monaco est extrêmement important pour le tissu économique, il faut aller de l'avant parce qu'il y a de nombreux sujets, le désenclavement autoroutier et routier pour permettre aux pendulaires de venir travailler à Monaco parce que plus de 40 000 personnes viennent travailler quotidiennement à Monaco. C'est un enjeu économique pour le département et c'est un enjeu de leur permettre de venir facilement à Monaco pour Monaco. Donc il y a des sujets que doivent porter les élus locaux et les parlementaires sont là aussi pour porter au niveau national ces enjeux-là. Donc oui, mieux se connaître, ça permet de faire avancer les dossiers. La signature du livre d'or a clôturé cette journée, une journée riche pour les deux délégations, car elle aura permis de renforcer les liens d'amitié qui unissent la France à la principauté, mais aussi de favoriser la réflexion commune sur de grands dossiers en cours. Et l'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. À l'occasion notamment du 110e anniversaire de la création du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, était organisée une journée portes ouvertes dans les casernes de Fontvieille et de la Condamine dimanche dernier. De nombreux ateliers et animations à l'attention des plus jeunes étaient mis en place. Des manœuvres de sauvetage et des démonstrations ont également animé la journée. Des activités qui permettaient de faire découvrir différentes facettes de ce métier au public présent et venu en nombre. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous l'avions filmé il y a quelques semaines avant son installation dans les rues de Monaco-Ville. La navette électrique autonome est depuis arrivée sur le rocher. Du 3 juillet au 8 septembre, l'accès à bord sera gratuit et proposera une boucle d'environ 1 km, faisant le tour de la vieille ville et comprenant 4 arrêts. Pour une bonne compréhension de son fonctionnement, une journée d'information publique se tiendra en 2 temps, le 25 juin devant le musée océanographique. Une session d'information sur le stand de la mission pour la transition énergétique aura lieu toute la journée pour répondre à toutes les questions des riverains. Et de 12h30 à 14h, la navette sera présentée au public. Cette nouvelle navette s'inscrit dans la mise en œuvre du concept Smart Principality développé par le programme Extended Monaco. Pour clore cette édition, nous vous proposons à présent de découvrir un sujet artistique puisque Dominique Poulain s'est intéressé à une toute nouvelle exposition qui met à l'honneur les travaux de Botero. Voyez son reportage. Les Galeries Barthou accueillent jusqu'au 31 juillet un grand nom de la peinture, Fernando Botero, un artiste connu pour ses volumes et réputé pour ses personnes aux formes rondes et voluptueuses. Cela faisait plus de 10 ans que l'artiste colombien de 87 ans n'avait pas été célébré dans la principauté. Ici, toutes les facettes du maître y sont représentées, peinture, dessin et sculpture en bronze. J'aime particulièrement l'œuvre qui est derrière moi, qui pour moi est une œuvre magistrale de Fernando Botero. Il y a tout l'esprit, je dirais,
que nous aimons chez Bottero, c'est-à-dire ces personnages opulents, gais, charnels, etc. Le côté bon vivant, parce que évidemment c'est un homme d'Amérique du Sud, donc ce sont des vivants, des vrais êtres vivants. Et je trouve que l'esprit de l'homme est complètement représenté dans cette toile. Mais j'aime aussi des nus très traditionnels, comme la toile que nous avons par exemple ici, qui sont toujours des clins d'œil à l'art italien, revus et corrigés par Fernando Bottero. Les sculptures sont également magistrales. Voilà, donc c'est une œuvre complète. Cette exposition est vraiment, je pense, absolument remarquable de par la diversité et le choix des œuvres. Le style est la chose la plus importante de la peinture. Et du style, Fernando Bottero en a. Comme Picasso, dont il est un admirateur, il déforme les corps et les volumes. L'étirement des formes, son travail sur les proportions de ses œuvres comme de ses sujets, ont fait la marque du peintre et du sculpteur. Il compose à partir de son imagination et depuis ses premières aquarelles, il a toujours eu une attraction envers les volumes. Et il a toujours travaillé dans cette direction en donnant une sensibilité à la forme. L'idée de l'artiste, c'est de rendre beau et charnel des personnages justement qui ont des rondeurs. L'art italien, quelque part, du XVIIe, XVIIIe siècle, montrait aussi des formes de rondeur. Si vous regardez l'œuvre, par exemple, d'un artiste italien extraordinaire qui était Tieppolino, toutes ces femmes étaient très rondes. Bottero, dans sa démarche, ne fait que accentuer, je dirais, cet art italien. Et c'est un artiste pourtant extrêmement contemporain, au sens propre du terme, parce qu'il est vraiment de notre temps. Et son hommage à la femme ronde et charnelle est un hommage aussi à nos mères, à nos grands-mères, à toutes ces femmes qui nous ont bercés dans notre enfance. Ce dessin original représentant une famille a été offert à la Fondation Prince Albert II. Il sera mis aux enchères le 21 juillet, toujours au profit de la Fondation. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Belle semaine en perspective, le soleil sera au rendez-vous et avec lui les fortes chaleurs estivales. Le mercure grimpera à partir de mercredi et ne redescendra pas avant la fin du week-end. Donc je vous rappelle qu'en cas de forte chaleur, limitez vos déplacements et restez au maximum dans des lieux frais et aérés. Une attention toute particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables. Dimanche, des orages devraient faire progressivement redescendre les températures. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec votre magazine Actu Sport entièrement consacré aux Jeux européens qui se déroulent en Biélorussie. Une dernière information d'ailleurs pour terminer cette édition avec le podium réalisé par Charles Leclerc qui a décroché la 3e place au Grand Prix de France sur un circuit qu'il connaît bien, le Castellet. À très bientôt.